Bonjour, bonsoir. Nous poursuivons avec l'étude de l'anestatine, deuxième molécule antifongique naturelle. Et dans cette vidéo, c'est l'objet du début de cette vidéo, de ce cours enregistré. Maintenant, ce qu'il faut dire, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a du point de vue structural. Donc, il y a une forte ressemblance entre une statine et amphotericine B. Et maintenant, et à l'instar de l'amphotericine B, la statine appartient à la famille des polyènes ou encore des macrolactones, des macrolides et polyènes amphipathiques, amphotères. Donc, ces quatre expressions et définissent, je dirais, la structure et aussi quelques propriétés chimiques de cette molécule. Donc, son pratique et son mécanisme d'action est pratiquement le même que la protéicine B. Donc, elle se fixe sur ergostérol, puis forme des pores au niveau de la membrane, et ces pores ils vont permettre donc la sortie et la rentrée sans contrôle d'ion, donc ce qui va créer et ce qui va être responsable de dysfonctionnement et au niveau de la cellule. Donc maintenant, l'anestatine possède une particularité importante. Une particularité importante, c'est et elle est trop toxique pour être utilisée par voie systémique. Trop toxique pour être utilisée par voie systémique. Et pour vous rappeler au début, ou encore dans les précédents cours, donc on avait dit que le fait que les champignons sont des cellules, sont eucaryotes, donc cette ressemblance avec nos cellules, donc pour faire qu'il est difficile de trouver des médicaments et qui épargnent nos cellules, mais agissent spécifiquement sur les cellules fongiques. Donc, par rapport à sa toxicité, elle est donc réservée aux traitements locaux. Et ses principales indications sont les candidose buccale, candidose vaginale, candidose digestive, candidose cutanée. Elle existe et cependant plusieurs formes. Donc, il y a suspension et buvable, donc il y a la forme comprimée, suspension buvable, la forme comprimée, et il y a des pommades, poudres gynécologiques, des ovules. Donc, il y a des ovules. Et alors, il faut dire aussi qu'en clinique, donc, l'anestatine reste en fait le traitement de référence du muguet chez le nourrisson et des candidoses oropharyngées. Alors, en ce qui a trait au mécanisme d'action de ces produits, il faut dire que l'activité de l'anestatine, tout comme celle de de la photéricine D dépend et principalement de leur affinité pour l'ergostérol. Donc maintenant, et à titre de rappel, l'ergostérol est le principal stérol de la membrane fongique. Il faut dire que
Le cholestérol est d'origine animale, donc vous n'allez pas retrouver le cholestérol chez les champignons, chez les végétaux, c'est d'origine animale. Donc maintenant, cette différence, en fait, explique la sélectivité des pollens. OK? Cette différence explique la sélectivité des pollens. Cependant, cette sélectivité n'est pas absolue. Donc, à forte dose, l'amphotericine peut également interagir avec le cholestérol des cellules humaines. Et c'est, je dirais, la principale explication de sa toxicité, notamment au niveau rénal. Donc maintenant, une simple modification chimique du sucre et nicosamine peut diminuer l'affinité pour l'ergosterol et donc réduire l'activité antifongique. Donc cela montre encore une fois l'importance de ce qu'on appelle donc, la relation structure-activité. Maintenant, nous allons regarder quelques autres médicaments. Il y a la natamycine. La natamycine, c'est un autre antibiotique polyénique qui est obtenu et à partir de Streptomyces natalensis. Donc, comme les autres pollens, donc, elle agit en se fixant sur l'ergosterol. Maintenant, si vous voyez dans le cycle, il y a la fonction ester, donc c'est un ester cyclique, donc c'est un macrolide par rapport au cycle, donc c'est un grand cycle. Macrolide, macrolactone, c'est également amphotère, c'est également amphiphatique, c'est également amphotère, amphiphatique. Mais dans son spectre d'action, donc comprend principalement Candida albicans et certains protozoaires comme Trichomonas vaginalis. Okay, Trichomonas vaginalis, bon, ça c'est ce dont le support. Maintenant, en termes d'emploi, donc son emploi est essentiellement local. Son emploi est essentiellement local et on la retrouve dans le traitement des mycoses vaginales, de certaines mycoses cutanées, des onychomycoses, donc infection au niveau des ongles, infection fongique au niveau des ongles et des intertrigaux. Donc, en ophtalmologie, et la natamycine est également utilisée dans certaines kératites fongiques. En fait, bien que cette indication ne soit pas vraiment développée dans ce document. Et nous allons maintenant passer à une autre molécule. Et bien entendu, on va changer complètement de famille. Donc là, on laisse de côté les macrolides polyéniques et amphiphatique, amphotère, on va laisser ces molécules de côté pour continuer avec l'étude et d'une autre classe d'antifongiques et on va parler de la griséofulvine. Donc, et la griséofulvine n'est pas un pollyen. Vous avez la structure, ouais, ce n'est pas un pollyen, ce n'est pas un macro. Lactone, donc, ce qui sous-entend que son mécanisme d'action est différent. Donc, c'est en fait une molécule naturelle, bien entendu. Donc, il faut pouvoir faire la différence entre les antifongiques
naturels et les antifongiques synthétiques ou hémisynthétiques. Donc, jusqu'ici, on a parlé de natamycine, on a parlé de nystatin, on a parlé de amphotericine B qui sont des proliènes naturels. Et maintenant, nous continuons à parler de griseofulvine, qui n'est pas un macrolide polyénique, mais cependant qui est un antifongique naturel. Donc, isolé de Penicillium griseofulvum, et cette molécule a été introduite en thérapeutique à la fin des années 1950, dans certains documents, 1958 ici. Et son activité est dirigée principalement contre les dermatophytes. Donc, son activité est dirigée principalement contre les dermatophytes. Et par exemple, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, et ces champignons infectent donc les tissus riches en kératine. Ok, les fanères, disons les fanères, les tissus riches en kératine. Il faut dire que la kératine, c'est une protéine de structure et à l'instar du collagène qu'on retrouve en grande quantité dans les fanères. Collagène, on le trouve en grande quantité dans la matrice extracellulaire, l'âme basale, etc. Maintenant, ces champignons agissent et infectent les tissus riches en kératine, donc comme la peau, les cheveux, les ongles. Donc, donc la griseofulvine se concentre justement dans ces tissus donc, kératinisés. Donc maintenant, en termes de structure, et en termes de structure, donc c'est un dérivé spiranique du benzodihydrofurane. Alors, quand on dit spiranique, ça fait référence à le cycle et ça fait référence à dérivé spiranique du benzodihydrofurane. Alors, je voulais parler de furane au lieu de spiranique. Alors, furane, et probablement, vous vous rappelez que en biochimie, on vous avait dit que les monosaccharides peuvent être cyclisés selon le cycle furanose ou bien pyranose. OK, donc furane ici, c'est ce cycle qu'on retrouve au milieu avec 4 atomes de carbone et un atome d'oxygène. C'est ce cycle qu'on appelle furane. Donc, c'est un dérivé spiranique du benzodihydrofurane. Vous voyez le cycle benzénique. Et puis ici, on vous montre la réaction et permettant la préparation de cette molécule. Donc, cette molécule, je dirais, marque la griseofulvine, donc marque en quelque sorte la transition entre les antifongiques naturels polyéniques et les autres familles d'antifongiques donc, que nous aurons à étudier donc, dans la suite de ce cours. Maintenant, par rapport au mode d'action, nous avons vu que les polyènes créent au sein de la membrane cellulaire du champignon des pores, ce qui facilite la sortie et l'entrée sans contrôle des constituants et cellulaires, notamment les ions.
Mais avec la glycyrrhofulvine, donc nous abordons un médicament dont le mécanisme d'action est totalement différent. Alors, la glycyrrhofulvine agit en inhibant la synthèse des acides nucléiques. Et quand on parle d'acide nucléique, il s'agit notamment de l'ADN, okay, notamment de l'ADN, qui est le support de l'information génétique, qui est en fait responsable aussi de la synthèse des protéines, et donc qui sont, elles, responsables en grande partie du fonctionnement cellulaire. Donc maintenant, c'est la glycyrrhofulvine inhibe la synthèse des acides nucléiques et en modifiant aussi la paroi fongique. Donc, mais il faut dire que cette molécule présente également une activité anti-inflammatoire et analogie structurale de fragments avec l'acide salicylique. Et justement, donc, par rapport à cette analogie, donc, ce médicament présente une certaine action anti-inflammatoire. Donc, on pourrait dire que l'acide salicylique et glycyrrhofulvine sont des analogues structuraux. OK? Ce sont donc des analogues structuraux et c'est la raison pour laquelle on retrouve et glycyrrhofulvine cette activité anti-inflammatoire. Donc maintenant, c'est une molécule qui présente une propriété très intéressante. Donc après administration, elle diffuse préférentiellement dans les tissus riches en kératine, comme on l'avait déjà mentionné. OK? On l'avait déjà mentionné. Donc, elle protège donc les nouvelles cellules kératinisées contre l'invasion fongique. Donc, maintenant, le traitement doit et cependant être poursuivi plusieurs semaines, voire plusieurs mois jusqu'au renouvellement complet du tissu infecté. Et c'est pas seulement et avec glycyrrhofulvine, surtout dans le cas de onychomycose. Donc, lorsque vous avez un ongle est atteint d'une infection fongique, donc le traitement dure parfois 3, 4, 5, 6 mois. Donc maintenant, en termes d'indication, donc cette molécule est utilisée dans les mycoses telles que donc, les mycoses de la peau et des ongles, des cheveux. Donc, on en a déjà parlé. Donc, elle est donc réservée essentiellement aux dermatophytes. Et nous allons maintenant aborder la relation structure-activité, cette partie très importante du cours, très importante. Donc, nous allons étudier la structure au regard de l'activité de cette molécule. Donc maintenant, alors, pour la première chose qui doit nous intéresser, c'est le fait qu'il y a des liaisons en avant du plan et ces liaisons en avant du plan indiquent la présence de carbone asymétrique. OK, laissez-moi vous montrer par exemple ces liaisons-là par rapport à leur forme. Ce sont des liaisons qui sont en avant du plan. OK, la molécule n'est pas une molécule plane. OK, cet atome de carbone aussi est en avant du plan. Donc, ce sont des carbones asymétriques. Donc, il y a deux carbones asymétriques dans cette molécule. Il y a cet atome de carbone et aussi cet atome de carbone.
Et dans le nom, on vous donne les configurations de ces atomes de carbone. Donc, il y a le carbone 2, 2 qui est à une configuration absolue S. Il y a le carbone 6' qui a une configuration absolue R. Donc, ici, c'est le nom complexe de cette molécule. Donc, 2S, 6'R, 7-chloro, 2' 4,6-triméthoxy, 6'-méthyl 3H, etc. Donc maintenant, et le fait que ce médicament possède plusieurs carbones asymétriques, notamment deux, donc cela veut dire qu'il existe 4 stéréoisomères pour cette molécule. Cependant, c'est un seul stéréoisomère qui, en fait, possédait une activité pharmacologique importante. Donc, c'est l'énantiomère positif, l'énantiomère dextrogir. OK? L'énantiomère dextrogir, c'est-à-dire l'énantiomère qui dévie le plan de la lumière et à droite. Donc, c'est cet énantiomère qui présente une activité pharmacologique importante. Maintenant, cette observation rappelle l'importance de la stéréochimie en pharmacologie. Et à chaque fois, et ces cas se présentent, donc on prend toujours le soin d'attirer votre attention sur ces aspects. Donc la stéréochimie, c'est un aspect très intéressant parce que, on va suspendre que donc, n'importe si changement qui fait dans la structure moléculaire, donc ça est capable de créer de graves. Par exemple, ce groupement méthyle que vous voyez ici, il est en avant du plan. Donc, si nous prenons le méthyle en arrière du plan, ce groupement méthyle, si nous prenons le méthyle en arrière du plan, donc à ce moment, on va le gagner l'autre configuration, mais ça est capable d'annuler activité biologique molécule. Donc, pour que cette molécule soit active, ce groupement méthyle doit être en avant du plan. Donc, si on nous mettre en arrière, donc ça va pas de de graves conséquences sur la structure de cette molécule. Donc maintenant, donc là, nous Donc maintenant, en termes de relation structure-activité, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous dit que si on remplace le chlore, donc voilà l'atome de chlore, si on remplace le chlore et est fixé à un cycle benzénique, donc si on remplace le chlore par le fluor, donc l'activité sera conservée. Et si par contre, et néanmoins, si on remplace le chlore par le brome ou un atome d'hydrogène, donc il y aura une diminution d'activité. Et si maintenant nous déplaçons halogènement sur un autre carbone, c'est-à-dire que nous allons par exemple, nous mettre sous carbone ça là, ok? Et nous prenons le mettre sous carbone ça, et là on précise carbone 5, donc il y a une diminution de l'activité. Il y aura une diminution de l'activité et probablement, et si carbone ça c'est 7, cet atome de carbone est 7, et oui, voilà, on a ici c'est 5, ok, carbone ça 5, et puis carbone ça qui gagne méthoxyde, c'est carbone 6, parce que on a ici 2 primes, 4, 6 méthoxyde, donc 2 primes, ok, 2 primes, 4, 6 méthoxy. Donc, si nous déplaçons chlore, on a le mettre sur carbone 5, donc, il y a bien une diminution de l'activité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces modifications entraînent une difficulté par l'enzyme à reconnaître la molécule. Donc, ces observations montrent que l'enzyme fongique reconnaît
donc une architecture moléculaire très précise et c'est ce qu'on appelle, c'est l'une des caractéristiques des enzymes, c'est leur spécificité. OK? Leur spécificité, c'est comme et la serrure et la clé. Donc, chaque serrure, il y a une clé et qui fonctionne ensemble avec eux. Donc, maintenant, en ce qui concerne les groupements méthoxy, c'est MEO, donc c'est CH3O. Donc, le remplacement et des groupements méthoxy par des chaînes comme par exemple propoxy ou butoxy. Propoxy, c'est CH3, CH2, CH2 liaison O. OK, butoxy, c'est 4 atomes de carbone liaison O. Donc, et, et ce remplacement est par des groupements alkoxy plus longs. Voilà. Ces groupements CH3, ce groupement appartient à une classe de radicaux oxygénés. OK, ce groupement CH3O appartient à une classe de radicaux oxygénés qu'on appelle alkoxy. Ouais, il y a alkane, il y a alkyle, il y a alkoxy. Donc maintenant, en fonction du nombre d'atomes de carbone, donc on peut avoir méthoxy, éthoxy, propoxy, butoxy. Donc si on remplace méthoxy par des alkoxy plus longs tels que propoxy, 3 carbone, liaison, oxygène, liaison, butoxy, 4 carbone, CH3, CH2, 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 liaison O, eh bien, il y aura une augmentation de l'activité. OK, il y aura une augmentation de l'activité. Donc, cela sous-entend quoi? Le fait d'augmenter la chaîne carbonée, donc on voit et on augmente la lipophilie. OK, on augmente la lipophilie. Donc, on voit ainsi que cette lipophilie influence directement sur les interactions avec la cible et biologique. Donc maintenant, ce qu'il faut apprendre parce que ici, c'est que on ne modifie jamais une molécule au hasard. Donc ça, c'est extrêmement important. Et l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que la fonction est liée étroitement à la structure. Donc toute modification de la structure entraînera une modification de fonction. OK? Donc maintenant, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que dans la structure, donc chaque atome peut influencer l'activité, la toxicité, la pharmacocinétique, notamment biodisponibilité, stabilité et la durée d'activité. C'est la raison pour laquelle donc, il est important d'étudier le rôle de chaque atome, de chaque groupe atome, de la structure, de la conformation de la molécule par rapport à et son activité, de telle sorte que si on doit faire des changements, qu'on puisse et opérer ces changements et tenant compte du rôle de chaque groupement dans la molécule. Alors là, il y a des questions d'entraînement, donc on ne va pas, et je vous laisse vous amuser avec ces questions d'entraînement. Donc nous allons passer à autre chose. Nous allons à présent aborder l'étude des antifongiques de synthèse et l'étude des antifongiques de synthèse et nous démarrons avec fluocytosine et ou encore 5-fluorocytosine. Donc là, on vous montre comment en fait
préparer cette molécule, les réactifs qui permettent d'obtenir cette molécule. Maintenant, donc alors par rapport aux antifongiques de synthèse, donc le premier représentant de cette catégorie d'antifongiques, c'est la 5-fluorocytosine, qu'on peut appeler également flucytosine, ok? On peut dire également flucytosine. Maintenant, par rapport à sa structure ou bien sa nature chimique, donc il faut dire que c'est un dérivé fluoré de la pyrimidine. Donc, pyrimidine, en fait, c'est un cycle aromatique avec deux atomes de carbone, deux atomes d'azote séparés par un carbone. Voilà. C'est comme si tu as un cycle benzénique et puis on prend un carbone en position 1, on remplace le par un azote, et puis carbone en position 3, on remplace le par un azote, et tout en conservant les doubles liaisons, la barre, le cycle pyrimidine, alors que le cycle pyridine, lui-même, il y a un seul atome d'azote qui occupait la position 1 dans le cycle. Donc, et, donc c'est un dérivé fluoré de la pyrimidine. Donc, elle est donc un analogue structural de la cytosine. OK, c'est un analogue structural de la cytosine. Alors maintenant, ce qui arrive, c'est que le champignon la confond avec une base azotée normale. C'est ça le problème. Donc, et vous allez voir que ces médicaments interviennent et la cible thérapeutique de ces médicaments, c'est notamment l'ADN, parce que puisqu'on parle de base azotée, et vous savez bien que l'ADN, c'est un polynucléotide, et les nucléotides, il y a trois constituants, il y a une base azotée, il y a un pentose qui peut être ribose ou désoxyribose et un groupement phosphate. Donc maintenant, ce médicament est cytosine qui c'est un analogue et structural de la cytosine. En fait, ce n'est pas la cytosine, mais c'est un analogue structural. C'est-à-dire, la structure, il y a une ressemblance structurale entre flucytosine et la cytosine. Donc maintenant, lorsque le champignon fait face à flucytosine, donc il l'utilise pour la synthèse de l'ADN, alors qu'en réalité, ce n'est pas la vraie base. OK, ce n'est pas la base normale, la base naturelle. Et ce médicament, une fois incorporé dans l'ADN, donc ce médicament va effectivement poser problème parce que et, et cette séquence d'ADN, ce gène qui renferme flucytosine ne pourra pas être transcrit normalement et ne pourra pas être aussi traduit en protéines. Donc voilà, donc une fois que l'ADN est attaqué, donc c'est tout le système parce que les protéines qui sont responsables du fonctionnement de la cellule dérivent de l'ADN. Donc s'il y a des problèmes au niveau de l'ADN, il y aura des problèmes au niveau des protéines, des ARN de transfert, ARN ribosomique, donc cellule n'est pas capable de fonctionner. Donc mécanisme d'action, une fois entrée dans la cellule fongique, elle est désaminée, transformée en 5-fluorouracile, puis convertie en nucléotides actifs. Donc, nucléotides, on en avait parlé, les nucléotides, ce sont des monomères, des unités structurales de l'ADN. Donc,
une fois que et base ça rentré, donc il va l'utiliser pour, en fait, dans un premier temps, la synthèse de nucléotides et dans un second temps, la synthèse de l'ADN. Donc, ces métabolismes donc, perturbent la synthèse des protéines en s'incorporant dans l'ARN, la synthèse de l'ADN en inhibant la thymidylate et synthétase. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est un arrêt de la multiplication cellulaire. Donc, spectre d'action. Donc, le document, donc, donc c'est Candida, Cryptococcus, Aspergillus, Torulopsis et puis quelques autres levures. Maintenant, en pratique, cette molécule est souvent utilisée en association, bien entendu, afin de limiter des cas de résistance. Alors là, et dans ce slide, donc, on nous présente la cible. Donc, il faut dire que premièrement, la flux-cytosine cible le noyau. Pourquoi le noyau? C'est parce que c'est au niveau du noyau et que se retrouve l'ADN. Et étant donné que c'est un analogue structural de l'uracile, donc ce médicament va se diriger vers le noyau en tant que fausse base. OK? C'est une fausse base azotée, OK, qui trompe tous les transporteurs, les récepteurs, donc jusqu'à être incorporé dans les acides nucléiques et perturber donc le métabolisme, donc perturber donc la synthèse des protéines au niveau de la cellule. Donc, contrairement aux polyènes ou aux azolés qui agissent sur la membrane, donc ce médicament agit directement sur le matériel génétique. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est un analogue structural de la cytosine et j'ai l'impression avoir dit uracile tout à l'heure, c'est la cytosine. Troisièmement, hydrosoluble et cette propriété, donc, justement, facilite son administration. Le fait que cette molécule est hydrosoluble et, et cette propriété facilite son administration. Alors, la sélectivité de cette molécule donc, repose sur le fait que les cellules fongiques possèdent des enzymes nécessaires à sa transformation en métabolite actif. OK? Donc, nos cellules ne possèdent pas d'enzymes pouvant et transformer 5-fluorocytosine en métabolite actif. Donc, c'est ce qui fait de ce médicament un médicament sélectif parce que nos cellules ne peuvent pas utiliser ce médicament. Nous allons maintenant parler des dérivés diazolés. OK, des dérivés diazolés. Nous allons parler des azolés, donc les dérivés diazolés et les triazolés. Donc, on va parler des médicaments que vous connaissez, ketoconazole, fluconazole, miconazole, qui sont des antifongiques. Donc, c'est en fait la famille d'antifongiques la plus utilisée aujourd'hui en thérapeutique fongique. Donc, il faut souligner cet aspect. Et vous pouvez vous en rendre compte aussi, et certainement vous réalisez, vous effectuez des stages au niveau des pharmacies. Donc, vous allez effectivement vous rendre compte que ces médicaments sont donc présents sur les étagères et cela, il y a plusieurs molécules. Donc, il faut retenir que les azolés, azote, ouais, azolé, azote, diazolé, deux azote, triazolé, trois azote. Donc, c'est la famille la plus utilisée aujourd'hui en thérapeutique fongique. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que en termes de mode d'action, donc tous les azolés inhibent la synthèse de l'ergostérol.
pour les azolés, inhibe la synthèse de l'ergostérol. Inhibe la synthèse. Il faut bien comprendre. Il faut faire la différence entre les polyéniques qui se lient à l'ergostérol et créent des pores au niveau de la membrane. Mais ici, ces molécules inhibent la synthèse de l'ergostérol, donc il empêche simplement sa fabrication. OK, donc maintenant, n'oubliez pas que l'ergostérol, c'est un constituant de la membrane cellulaire. Donc maintenant, si ces médicaments inhibent la fabrication, la synthèse de l'ergostérol, donc la membrane donc, n'aura plus d'ergostérol et par conséquent, cette absence d'ergostérol donc, va créer un dysfonctionnement membranaire, donc ce qui va affecter donc, la vie le fonctionnement de la cellule. OK? Maintenant, et, contrairement aux polyéniques, donc les azolés n'attaquent pas directement la membrane. Les polyéniques attaquent la membrane alors que ces médicaments agissent à distance en empêchant la synthèse de constituants membranaires. Donc, alors le résultat, c'est quoi? Une membrane fragile, anormale, qui était capable donc d'assurer les fonctions vitales, notamment les fonctions d'échange, de communication, de transport entre la cellule et entre le champignon et son environnement Donc, en fait, il y a une enzyme, il y a une enzyme qui est une enzyme clé qui intervient dans la synthèse de l'ergostérol. Donc, c'est cette enzyme qui va être attaquée par ce médicament. Donc, l'enzyme ici, c'est 14-alpha-déméthylase. OK, 14-alpha-déméthylase. Donc, cette enzyme intervient dans la transformation du l'anostéol. Vous voyez bien? L'anostéol en ergostéol chez les levures et les champignons. OK? Ergostéol chez les levures et les champignons. Et puis, lorsque cette enzyme est bloquée, donc l'anostéol s'accumule, l'ergostérol diminue, donc la membrane devient fragile, devient stable, puisque molécule, ça, c'est un constituant membrane. Par conséquent, donc là, le champignon cesse progressivement de se multiplier et cette cessation de la multiplication donc, entraîne une réduction ou bien l'élimination de l'infection. Donc, il faut dire que les azolés, il existe différentes familles d'azolés. Donc, les azolés sont répartis en deux groupes. Il y a les imidazolés. Alors, pourquoi on parle de imidazolés? Imidazolés, OK? Imidazolés. Alors, les imidazolés, ils possèdent un cycle contenant deux atomes de carbone. Maintenant, nous voulons attirer l'attention sur imi. Lorsque vous avez un atome de carbone lié à un azote via une liaison double, donc ce groupe s'appelle imine. OK, imine. Donc, c'est imine. On peut dire également imino. Par exemple, oxymino, imino. Voilà. Donc, c'est ce groupement qui s'appelle imine ou bien imino. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de imidazolé. Imidazolé. Donc, c'est par rapport à la présence d'un carbone qui est lié à
un atome d'azote via une liaison double. Maintenant, et qu'est-ce qu'on a comme imidazole? On a le clotrimazole, miconazole, ketoconazole. Et puis, il y a de l'autre côté les triazolés. Donc, les imidazolés, ce sont les diazolés. On a de l'autre côté les triazolés. Donc, il y a trois atomes d'azote. Et là, nous avons hydraconazole, médicament utilisé notamment dans les onychomycoses. Et posaconazole, fluconazole que vous connaissez très bien, et puis voriconazole. Donc, tous ces médicaments inhibent la synthèse de l'ergostérol. Bon, la suite, on va parler de amidine et le groupement fonctionnel caractérisé par un atome d'azote lié à un groupement imine. Donc, voilà, et amidine, c'est ça. OK, voilà, amidine. Tout à l'heure, on t'a montré nous imine. OK, on va mettre imine pour nous en bleu. Donc, imine, c'est bleu. Et lorsque vous ajoutez un azote à imine, ça donne amidine. Donc, dans la suite, on va parler de amidine. Donc, déjà, vous savez de quoi il s'agit. Ok, vous savez de quoi il s'agit et quand on parle d'amidine. Donc là, encore qu'est-ce qu'on nous montre? Donc, on nous montre le schéma métabolique. Et tout ici, tout commence avec squalène. Donc, squalène est transformé en lanostérol. Ok, squalène est transformé progressivement en lanostérol. Et ensuite, vous avez l'enzyme 4-alpha et déméthylase. 4-alpha déméthylase, donc qui est certainement dépendante de cytochrome P450, donc intervient ensuite. Donc, et c'est là que le médicament agit. Donc, le médicament bloque et 14 alpha déméthylase et empêche l'enzyme de transformer l'anostérol donc en ergostérol, de transformer l'anostérol en ergostérol. Donc, comme conséquence, ce qu'on a déjà dit, donc l'anostérol va s'accumuler, donc il y aura plus de synthèse de ergostérol et par conséquent, il y a une membrane qui n'est pas solide, qui n'est pas fragile, donc ça qui va empêcher cellules d'interagir avec son environnement. Donc, finalement, cellules-là la finit par mourir puisque il n'est pas capable de réagir avec son environnement. Donc, et c'est là le mécanisme de ces médicaments. Donc, parlons maintenant de la relation structure-activité des azolés. Relation structure des azolés. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les azolés possèdent un noyau essentiel, et que ce soit le noyau imidazole ou le noyau triazole. Donc, ce noyau est indispensable. Et pourquoi? C'est parce que bon, des atomes d'azote se fixe directement sur le fer de lemme présent dans l'enzyme et cytochrome P51 fongique. Donc, n'oubliez pas que l'enzyme qui intervient dans la transformation de l'anostérol en ergostérol, c'est 14 alpha-déméthylase. Donc maintenant, le médicament interagit avec cette enzyme. Il y a un atome d'azote donc, qui en fait réagit directement sur le fer de lemme présent dans le cytochrome P51 fongique. Donc cette liaison bloque définitivement l'activité enzymatique. Il s'agit bien entendu d'une liaison covalente
il s'agit bien entendu d'une liaison covalente, donc qui va bloquer définitivement. Donc, c'est une liaison irréversible. Donc, sans ce noyau azolé, donc le médicament perd son activité. Donc, c'est justement pour vous dire que le noyau azolé est essentiel, ok, essentiel à l'activité de ces médicaments. Donc, c'est donc le noyau azolé qui constitue ce qu'on appelle le pharmacophore principal de cette famille, le pharmacophore, c'est-à-dire que le groupement qui est responsable de l'activité biologique du médicament. Donc maintenant, les composés les plus actifs possèdent généralement deux, deux ou trois cycles aromatiques et donc au moins est halogéné. Donc les composés les plus puissants, même il y a deux ou trois cycles aromatiques. Cycle aromatique, pas nécessairement cycle benzénique, ok, mais qui gagne au moins un atome un halogène qui peut être chlore et brome, etc. Ça dépend. Il peut être fluor aussi. Maintenant, une substitution en position 2 ou de 4 du noyau aromatique favorise l'activité fongique, tandis que d'autres positions conduisent à des composés peu actifs ou inactifs. Donc, ces groupements augmentent la lipophilie de la molécule et favorisent, facilitant son interaction avec l'enzyme cible. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la puissance de azole ne dépend pas seulement du noyau imidazole ou triazole, mais en fait de l'ensemble de son architecture moléculaire. Donc, c'est précisément ce que je cherche à comprendre et ce qu'on appelle la relation structure-activité. Maintenant, on a vu précédemment que le noyau imidazole ou triazole constitue le pharmacophore. OK, donc nous allons maintenant examiner les autres éléments structuraux en fait, qui jouent un rôle en fait, nous allons analyser le rôle d'autres éléments structuraux dans l'activité de cette molécule. Alors, la première considération qu'on va faire, c'est la lipophilie des azolés. Donc, ici, la grande partie, et en fait, quand on parle de lipophilie, donc c'est non polaire, lipophilie, c'est non polaire. Donc là, vous voyez, le document explique que la grande partie non polaire des azoles imite la partie stéroïdienne de l'anostéole. OK? Donc, l'anostéole, li gagne en partie stéroïdienne qui forme le cycle qui lui-même et qui apolaire, okay, qui lipophile. Donc, c'est en fait et partie non polaire azolé, donc il gagne même comportement avec l'anostéole. Donc, ce qui fait que donc partie ça qui est azolé capable à lier directement avec 14 alpha déméthylazane en place l'anostéole. OK? Donc, cette analogie structurelle permet aux médicaments d'occuper le site actif de l'enzyme. Justement, c'est ça que tu as expliqué nous. Le fait qu'il y ait une analogie structurelle, donc ça permet aux médicaments d'occuper sans embâche donc le site actif. Donc, on peut dire que l'enzyme qu'il s'agit d'un inhibiteur, ok? Donc, c'est une inhibition
Donc, et c'est le principe de l'inhibition compétitive au niveau moléculaire. Quand vous avez un médicament qui occupe la place d'un substrat naturel au niveau d'une enzyme, ça s'appelle inhibition compétitive. OK, inhibition compétitive. Donc maintenant, et ce qu'il faut dire, c'est que plus la molécule possède des groupements hydrophobes adaptés, plus son interaction avec l'enzyme est forte. OK, maintenant, et c'est intéressant, mais il faut aussi que cette lipophilie ne soit pas trop excessive, sinon, donc, il peut diminuer la solubilité dans l'eau et compliquer l'administration. Parce que si le médicament est trop lipophile, donc ça va compliquer la dissolution au niveau du tractus gastro et intestinal. OK, donc maintenant, on termine avec ce slide. Avant même d'entrer dans l'étude spécifique des azolés, avant d'aborder en fait l'étude spécifique des azolés. Donc maintenant, la fonctionnalité non polaire confère une lipophilie excessive aux azoles antifongiques. Donc ici, on nous dit que le fluconazole qui possède le groupement triazole polaire est une exception. OK, donc le fluconazole est une exception. Donc, contrairement aux autres azolés, donc le fluconazole possède deux noyaux très polaires. Donc, ce qui fait que le fluconazole peut être administré par voie orale parce que les bonne solubilité et pas seulement par voie orale, mais il peut être aussi administré par voie intra-artérielle. Donc, cette excellente biodisponibilité explique pourquoi. Donc, c'est pratiquement une antifongique les plus utilisées dans le monde. Donc, voyez, donc, parmi les antifongiques, les triazolés sont les plus utilisés, mais parmi les azolés sont les plus utilisés, mais parmi les azolés, fluconazole, c'est l'azolé le plus utilisé dans le monde. Donc, voilà. Donc, on s'arrête ici. Dans une prochaine vidéo, donc nous aborderons l'étude de chaque molécule, par exemple kétoconazole, et ensuite nous poursuivons avec les reste molécules.